Ce que je vous propose, c'est de parler un petit peu du marketing en 2018, faire un petit peu un état des lieux, d'où on en est, quelles sont un peu les tendances actuelles, pour ensuite après vous montrer quelques idées de marketing interactif, comment on peut animer une base d'utilisateurs, engager une audience, voilà, quelques bonnes pratiques, surtout en étant conforme avec la RGPD, qui arrive maintenant d'ici un petit mois, donc voilà, il faut qu'on soit tous prêts, et de votre côté et du nôtre, pour pouvoir apporter la meilleure expérience possible, tout en étant conforme avec cette nouvelle législation. Et après vous montrer rapidement ce qu'on peut vous proposer, nous, pour vraiment pouvoir gérer facilement cette nouvelle problématique dans le cadre d'action marketing. Les tendances 2018, vous les connaissez, j'imagine, pas mal. Beaucoup de mots ici, on parle beaucoup d'expérience utilisateur, de Facebook, de réalité virtuelle, d'intelligence artificielle. Tout ça, beaucoup de mots pour dire que finalement le marketing a beaucoup évolué ces dernières années et qu'on ne fait plus du marketing maintenant comme on le faisait même il y a 2 ou 3 ans, qu'on a vraiment maintenant une nouvelle dynamique qui est en train de s'installer. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, simplement vous parler de quelques thématiques en particulier qu'on va voir sur les slides juste après. Premier élément très important, l'expérience client. Maintenant, on sait qu'on doit proposer l'expérience la plus optimale possible à nos clients, tout simplement parce qu'on navigue beaucoup sur différents canaux. On parle beaucoup d'omnicanal. Le mobile a pris une part vraiment prépondérante maintenant de la navigation, représente plus de 50% de la navigation sur Internet notamment. Et l'idée, c'est d'avoir l'expérience la plus optimale possible sur tous les devices, donc du desktop au mobile et même encore la tablette, même si effectivement on s'aperçoit que ça disparaît un petit peu au fur et à mesure au profit du mobile. On est mobile first, évidemment. Google a aussi joué dans ce sens-là, en référençant mieux les sites qui étaient vraiment optimisés mobile. Donc ça, c'est un des vrais enjeux, de se dire maintenant qu'on a besoin de vraiment penser mobile. C'est le premier réflexe à avoir. Et également, donc, conversation, gamification. Pourquoi? Parce que finalement, avoir une expérience statique sur un site n'est plus forcément la donne maintenant. On a besoin d'avoir des interactions, pouvoir interagir avec une marque, avec un média, et l'idée c'est de pouvoir justement proposer une expérience beaucoup plus variée que ce qui pouvait se faire il y a quelques années. Deuxième chose, on voit une recrudescence de nouveaux formats de communication. Là, on parle beaucoup d'essor de contenu vidéo. Vous imaginez, hein, vous êtes sur un site, vous avez, je prends un exemple, moi je suis papa, donc je veux acheter une poussette. Qu'est-ce qui va me permettre de choisir ma poussette? C'est la vidéo démonstration. Est-ce qu'elle se plie facilement? Est-ce que je peux la mettre dans mon coffre? Ça, c'est super intéressant et c'est très parlant. Donc, plutôt qu'un long descriptif, une vidéo vaut vraiment tous les exemples et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de vidéos. Shoppable Media, maintenant aussi, on a besoin de cette instantanéité, de dire voilà, j'ai vu un produit sur un média, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, le fait de pouvoir avoir un lien très rapidement et de pouvoir acheter son produit quand on est encore en train de naviguer est aussi un des leviers de croissance de la conversion et du chiffre d'affaires pour nombre de marques. Se diversifier et ne plus être uniquement sur les canaux traditionnels. Avec toujours, comme je vous disais, donc des formats interactifs, des formats créatifs. Plus vous êtes différent, plus on va retenir votre nom et plus on va retenir également votre produit. Donc ça, c'est vraiment très très important. Il faut apporter du dynamisme dans les communications. La data, évidemment, on en parle et c'est un mot que tout le monde utilise. Est-ce que tout le monde vraiment s'en sert correctement? Ça, c'est toujours la grande question. Mais en tout cas, ça devient vraiment au cœur de la stratégie digitale. Pourquoi? Parce que finalement, plus on va avoir de la data qualifiée, plus on va pouvoir personnaliser l'expérience et proposer du contenu adapté à nos prospects, à nos clients. On ne va plus faire du marketing vraiment très vaste, on va vraiment personnaliser pour avoir le bon contenu au bon moment à la bonne personne, et ça c'est très important et ça passe forcément par l'acquisition de data. Également maintenant on voit de plus en plus de solutions qui sont sur des niches. Avant on était sur des marchés avec très peu d'acteurs qui faisaient un petit peu de tout finalement, donc on avait des solutions, des suites qui permettaient de pouvoir faire beaucoup de choses. Est-ce qu'on faisait bien chacun des aspects de la solution? Pas forcément. Donc là maintenant ce qu'on voit aussi se développer, c'est qu'on fait appel à des spécialistes, des startups ou des scale-up qui vont vraiment vous proposer un service particulier mais qui devient un vrai expert du domaine. Et ça c'est vraiment bien parce que ça va vous permettre aussi d'interagir et d'avoir pas mal de connexions entre les différents outils et pas simplement une seule entreprise qui va vous permettre de tout faire, pas forcément comme vous le souhaitez. Tout ça en ayant pour but de faire du prédictif, c'est-à-dire de prévoir le comportement de l'internaute et de pouvoir vraiment lui proposer l'expérience qu'il attend, donc vraiment anticiper sa navigation sur un site par exemple, dans le cadre de la personnalisation,
Évidemment, vous allez collecter de la data, le véritable enjeu est d'être conforme au RGPD et au coût kilo. Donc ça, on verra aussi un petit peu après comment on peut faire pour justement faire ça très simplement et de manière fluide, sans que ça vienne bouleverser finalement l'expérience et que ça vous apporte vraiment de la donnée qualifiée que vous allez pouvoir utiliser par la suite. Également les réseaux sociaux, on en parle beaucoup, il en existe énormément, on parle de Facebook, d'Instagram, de Snapchat, tout ce qu'on peut. On voit une différence maintenant de navigation également, beaucoup moins de reach organique, notamment sur Facebook. Les algorithmes ont été modifiés. Si on n'investit pas, si on ne propose pas de contenu sponsorisé, on va se noyer dans la masse. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si on n'a pas du contenu qui est interactif et qui va apporter une véritable expérience à l'utilisateur, on n'aura pas non plus de reach. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir se diversifier et aussi d'investir sur ces médias qui deviennent importants. La seule chose qu'il faudrait retenir également, c'est qu'on a Facebook, on en parle beaucoup, on a Instagram, on a Pinterest. Il faut vraiment définir votre stratégie. Vous n'avez pas forcément la même cible sur l'ensemble des canaux et des réseaux sociaux. Il faut mieux cibler et voir du coup quel est le canal qui va vous permettre de bien mettre en avant votre service, votre marque auprès de la bonne cible. Et également de ne pas négliger, et on le voit de plus en plus, les influenceurs, que ce soit des blogueurs sur LinkedIn ou autres, qui vont pouvoir aussi donc, influencer les comportements d'achat et créer des nouvelles tendances. Avant, on avait très peu cette mécanique-là, on voit de plus en plus arriver, donc on ne peut pas négliger cet aspect dans la communication, notamment sur les réseaux sociaux. Tout ça passe aussi par la nouvelle technologie, donc là on parle un peu plus de prospective parce qu'on parle énormément de réalité augmentée, d'intelligence artificielle. Je pense par exemple à toutes les enceintes connectées, les HomePod de chez Apple, Google également qui sort son assistant. Là, c'est vraiment l'idée de mettre le service, enfin la technologie, au service de l'expérience utilisateur. Donc pour l'instant, on en est encore un peu aux prémices, mais c'est ce qui va nous permettre également aussi de réconcilier digital et physique, trouver toujours les meilleures interactions et voir comment on peut vraiment interagir simplement et de manière un peu plus variée avec l'internaute. On parle beaucoup des chatbots, ça c'est la première étape qui est vraiment déjà arrivée et qui est bien présente, c'est le fait de pouvoir interagir de manière intelligente, justement grâce à ces outils qui vont vous permettre de gagner du temps et de gagner en efficacité, toujours en gardant ce lien, et ça c'est extrêmement important, le lien entre la marque et le consommateur. On ne peut pas faire forcément de retour personnalisé à tout le monde, et le fait de passer par ces chatbots intelligents peut vous permettre de créer déjà cette connivence et cette relation avec vos clients. Si je devais résumer finalement la vraie tendance actuelle, on est plutôt maintenant sur un marketing basé sur la data et non pas uniquement sur des intuitions. On n'avait pas forcément les outils avant pour le faire. Maintenant on a cette capacité, donc j'allais dire profitons-en. Personnalisé plutôt que généraliste, évidemment. Quand vous arrivez sur un site que vous avez visité 3 fois une page sur les téléviseurs, va pouvoir vous le proposer de manière proactive en homepage. Ça pourra avoir plus d'impact que vous proposer des couches, je reviens encore à mon exemple de bébé, ou autre produit qui ne serait pas forcément pertinent. Interactif plutôt que statique, on ne le répétera jamais assez, les vidéos, les interactions sont autant de points de contact que vous allez avoir avec votre client qui va faire qu'ils vont se souvenir d'une marque et du service que vous proposez. Et une conversation plutôt qu'un monologue, plus on interagit, plus finalement on crée une véritable relation qui va permettre d'avoir une relation vraiment pérenne et pas uniquement one shot avec les clients. Après évidemment, toujours conforme au RGPD, mesurable et à haut potentiel viral et surtout rentable. Donc bien monitorer ses investissements, choisir les bons leviers et les bons canaux, toujours dans ce souci de rentabilité qui fait qu'après plus vous êtes rentable, plus vous investirez derrière. C'est le cercle vertueux évidemment. Du coup, le cycle du data marketing est très simple. Si je devais le résumer en un slide, ça serait celui-ci. Premièrement, créer des campagnes, créer de l'interaction avec les internautes. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'engager votre audience, mais surtout de récolter de la data sur vos prospects, sur vos clients, que vous allez pouvoir ensuite réutiliser dans vos différents outils, donc, ou de manière brute, comme on peut la récupérer, ou en alimentant des CRM, des DMP, tous les outils que vous pouvez avoir via des appels API, via des relations entre les différentes technologies, qui vont vous permettre, in fine, de pouvoir finalement personnaliser l'expérience derrière avec votre client, et qui est vraiment le but final, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Plus vous allez personnaliser, plus vous allez pouvoir convertir et avoir une meilleure rentabilité sur toutes vos campagnes. Et je passe la main à Olivier. Merci Jimmy.
Voilà, alors Jimmy vous a parlé de marketing interactif, de collecte de données et d'un peu les grandes tendances du marketing en 2018. Moi, je vais essayer de vous les illustrer avec des cas très concrets, des success stories que nos clients ont réalisés ces derniers mois avec la plateforme Qualifio et dans une logique effectivement de collecte de données, de marketing interactif complètement compliant avec le GDPR. Donc, d'abord deux mots sur ce qu'on fait. Donc on est Qualifio, on est une société basée en Belgique mais avec des activités en France, aux Pays-Bas et en Espagne, donc 4 bureaux un peu partout en Europe. Et on est une plateforme SaaS de marketing interactif et de collecte de données. C'est-à-dire que nos utilisateurs, via la plateforme Qualifio, vont pouvoir créer de manière très simple et sans connaissance technique à peu près 40 formats d'interactivité. Alors ça va du quiz au jeu concours, au sondage, à l'enquête, à la galerie photo, au calendrier de l'Avent, au concours d'écriture, etc. Ce sont vraiment des formats qui vont permettre d'être en relation, d'être en interaction avec sa communauté, que ce soit sur son site, son application mobile, sa page Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Donc comment ça fonctionne? Nos utilisateurs vont choisir parmi le catalogue de formats interactifs que nous proposons. Ils vont réaliser leur campagne très simplement en ajoutant du contenu, en ajoutant du graphisme, en ajoutant des photos. Ils vont choisir de publier la campagne sur leur site web, leur application mobile, un mini-site dédié ou une page Facebook, de manière très simple. Et ils vont, derrière, mesurer les résultats et collecter les profils qui pourront être connectés, être synchronisés, être intégrés avec tous les outils de gestion des données, comme un CRM, une DLP, etc. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on est vraiment une solution qui se trouve au cœur de l'architecture data, c'est-à-dire qu'elle va irriguer finalement d'autres outils que sont le CRM, le marketing automation ou le single sign-up. Alors, on a en Europe à peu près 400 médias et grandes entreprises qui au quotidien utilisent la plateforme Qualifio. Et on va vous donner quelques exemples. Donc, un premier exemple que j'aime bien, c'est la chaîne de cinéma Kinépolis, qui est présente en France, en Belgique, en Espagne, au Luxembourg, et qui est un bon exemple d'utilisation. Quand vous êtes une société de cinéma, ben vous ne connaissez pas forcément les gens qui viennent voir les films dans vos salles de cinéma, sauf s'ils achètent leur ticket en ligne, mais ça reste quand même assez minoritaire. Donc les gens, bah, ils viennent, ils achètent leur ticket, peut-être leur sachet de popcorn éventuellement, ils vont dans la salle de cinéma, ils regardent le film, et puis ils rentrent chez eux. Donc on n'a pas beaucoup d'interaction avec sa clientèle, avec les spectateurs. Donc qu'est-ce que Kinépolis a fait? Ils se sont dit, bah, nous, on a énormément de contenu, puisque le contenu d'une boîte de cinéma, bah, c'est voilà, des films, des acteurs, les Oscars, le Festival de Cannes. Il y a énormément de contenu qui est assez ludique, qui est assez interactif, qui est assez sympa, que les gens aiment bien. Et donc ils se sont dit, bah, on va utiliser une plateforme de marketing interactif comme Qualifio, et on va en permanence créer de l'interaction sur nos sites, sur nos pages Facebook, pour non seulement promotionner les films qui vont sortir au cinéma, mais aussi arriver à faire de la qualification et de la segmentation de prospects. Et donc, et de prospects et de clients. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que pour chaque film qui sort au cinéma, eh bien, leurs équipes, basées un peu partout en Europe, vont créer de l'interactivité, ici autour de Paddington, du Hobbit et d'autres films. Et donc, une logique de segmentation, mais aussi une logique de print to web, ou finalement de cinéma to web, c'est-à-dire que sur les tickets de cinéma que vous allez acheter et utiliser, il y aura un code unique qui va vous donner un accès à une action exclusive qui va avoir lieu sur leur page Facebook ou leur site web. Et du coup, c'est une manière finalement de convertir des visiteurs, des spectateurs, des clients anonymes en personnes qui sont enregistrées, qui sont loguées, et qui vont aussi chaque fois avoir donné leur centre d'intérêt, les films qui sont les plus intéressés de voir. Et tout ça évidemment dans une logique complètement consentie, c'est-à-dire que
les spectateurs le font toujours en pleine connaissance de cause et vont toujours donner un consentement, Mehdi en parlera, éclairé et actif. D'autres exemples qui sont parfois plus événementiels, une chaîne de télé comme Eurosport va profiter d'événements sportifs très grand public comme le mondial de foot ou dans ce cas-ci l'Euro pour lancer par exemple une composition d'équipe où les gens vont devoir créer leur équipe type de 23 joueurs. Dans ce cas-ci, Eurosport a relancé l'action ici pour le mondial de cette année, avec des résultats qui sont impressionnants parce que c'est des actions qui génèrent un gros volume de participation, plus d'1 million de participants, 4,5 millions de pages vues et beaucoup de viralité aussi puisque ici dans le cadre de cette action il y a eu plus de 280 000 partages sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est de nouveau, on prend un événement, en ce cas-ci un événement sportif, pour en faire un événement de notoriété, un événement de collecte de données à travers les supports digitaux. eDreams, par exemple, qui est un gros voyagiste basé en France, en Espagne, dans d'autres pays européens, avec des marques comme GoVoyage notamment, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, ils vont aussi animer leurs audiences autour de destinations touristiques, comme Miami, comme l'Argentine, les États-Unis, la Réunion, toujours avec de l'animation très variée. Ça peut être un jeu de mémoire, ça peut être un test de personnalité où les gens vont choisir dans quelle ville ils passeraient une semaine de vacances. Donc finalement, beaucoup de contenu, le voyage, beaucoup de partenaires, Air Austral, American Airlines, et une manière finalement de promotionner, de mettre en avant leur destination touristique, toujours en liaison avec des partenaires. Non, voilà, ici. Et donc voilà, eux, par exemple, eDreams, c'est un client qui fait 2-3 campagnes par semaine, donc on n'est pas dans quelque chose de, voilà, 1 ou 2 campagnes par an, on est dans un marketing interactif, un dialogue permanent avec ces communautés, qui se fait sur la durée, dans ce cas-ci 2-3 fois par semaine, avec un triple objectif, de la notoriété pour les destinations touristiques, de la visibilité pour des partenaires ou des sponsors, et du lead generation évidemment pour les destinations qui sont proposées. Autre exemple, un média espagnol qui s'appelle El País, que vous connaissez sûrement, et qui utilise une plateforme comme Qualifio en liaison avec son système d'inscription. Donc si vous voulez participer à une action, en l'occurrence ici c'était un trivia, il faut s'enregistrer, et toujours avec voilà, un objectif de dire on va chaque mois essayer de générer X nouvelles enregistrements, registrations sur notre site web. Et l'avantage c'est que ça permet de lisser les registrations dans des mois qui sont plus creux, par exemple les mois de juillet et août. Nous en Espagne, c'est comme en France, il ne se passe pas grand chose. Et là, grâce à des actions de marketing interactif où les gens sont incités à s'enregistrer, ils réussissent à maintenir un niveau de registration à peu près normal. Voilà, d'autres exemples comme Guerlain pour tout ce qui est luxe. Oui, des choses un peu amusantes. Voilà, on a parlé avec Jimmy beaucoup de bébés, on peut parler aussi de bricolage. Le bricolage, c'est pas toujours forcément super sexy à mettre en avant. Voilà, on a une grosse chaîne de bricolage en Belgique qui s'appelle Brico. Un exemple pour les résolutions de nouvelle année, ils font un format swiper. Swiper, vous connaissez, c'est comme Tinder, on a une photo, on la swipe à gauche, on la swipe à droite. À gauche si on l'aime bien, à droite si on l'aime pas, ou vice versa, je ne me souviens plus tout à fait. Mais donc voilà, par exemple, pour la nouvelle année, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les résolutions de l'année, est-ce que je vais m'occuper de ma cuisine, la construire ou rénover? À gauche oui, à droite non. Et du coup, voilà, c'est une manière de remettre un peu les travaux, le bricolage dans la tête des gens au début de l'année et de savoir un peu, tiens, c'est quoi les tendances chez nos clients? Est-ce qu'ils vont plutôt, en ce début d'année, s'occuper de leur cuisine, de leur jardin ou de leur salle à manger? Donc de nouveau un double objectif, collecter de l'information sur ces communautés, rendre du contenu très visuel, visible, viral, tout ça voilà, sur des supports qui sont le mobile, la page Facebook et le site. Autre exemple, ça c'est quand même aussi assez intéressant, c'est la capacité de coupler le monde digital avec le monde physique, ça s'appelle le Phygital. Phygital, ça c'est un mot que j'ai appris récemment, donc on appelle ça le Phygital, donc le physique et digital. Et c'est Nestlé qui va du coup utiliser la plateforme Qualifio pour générer du trafic en magasin à travers des coupons uniques de réduction d'€1 qui sont générés par un partenaire qui s'appelle Ecodata. Mais voilà, il y a d'autres partenaires en France, notamment Sogec,
qui font ce genre de choses, mais ce sont des coupons qui sont acceptés au Carrefour, au Casino, chez Auchan, et qui permettent d'avoir une réduction sur un produit à travers une interactivité. Donc de nouveau, on collecte la donnée. Alors on la qualifie, hein, quelle est la taille de votre chien? Avez-vous un chat? Oui, non. Donc on est vraiment dans de la collecte et de la segmentation de données, avec un call to action qui est très fort, c'est-à-dire imprimer votre coupon, et l'impression d'un coupon unique. Donc on est vraiment de nouveau dans un mixte entre de la notoriété, la segmentation et de la génération de trafic en magasin, avec concrètement derrière une augmentation du chiffre d'affaires. Avec aussi, ça c'est super impressionnant, un taux d'opt-in de 78%. Pourquoi? Parce que quand on est contextualisé dans un univers de marque auquel on est familier, eh bien voilà, ça peut donner des taux d'opt-in aussi importants que 78%, 78%, excusez-moi, avec plus de 20 000 coupons chargés dans la même campagne. Encore un exemple, la chaîne de télévision Gulli, en France, qui utilise énormément la plateforme Qualifio pour justement animer en permanence les audiences digitales en lien avec les programmes qui sont proposés à la télévision, et avec, voilà, pour chaque action, des gros volumes de participation et de pages vues. Voilà, autre exemple, des clubs de foot. Voilà, un club de foot, c'est un fabuleux exemple d'organisation qui a des gros défis digitaux devant lui, puisque un club de foot, ils ont énormément de contenu, de nouveau, hein, les joueurs, les matchs, les goals, etc. Énormément, des grosses communautés, tous les fans du club qui ne sont pas forcément qualifiés, segmentés, connus. Et du coup, la possibilité, à travers voilà, des actions hein, sur la page Facebook, sur le site, pour arriver finalement à inscrire les gens, à loguer les gens, à registrer les gens, et avec des résultats qui sont quand même très impressionnants, parce que cette campagne, qui était en l'occurrence un calendrier de l'Avent, a généré plus de 83 000 opt-in, 178 000 participants et une moyenne de plus de 2500 profils collectés chaque jour. Donc c'est des choses qui fonctionnent parce qu'elles sont ludiques, elles sont interactives, elles mettent en avant du contenu de marque qui est pertinent et ludique pour les gens. Voilà, même genre d'exemple pour Danone. Oui, il y a des choses qui sont... L'idée, il faut être créatif, il faut être fun. On a, voilà, Volkswagen, ils vendent des bagnoles, et ils arrivent quelque part à faire un truc très ludique, où finalement on va se mélanger les modèles de Volkswagen à travers l'histoire avec des groupes de musique. Voilà, typiquement ce genre d'interactivité, très facile à mettre en place, et qui va donc de nouveau créer une image positive pour la marque, et derrière, évidemment, constituer un gros réservoir de génération de prospects. Voilà, même genre d'exemple pour Carrefour Key Club. Voilà, donc ça c'était mon petit tour de quelques exemples concrets de certains de nos clients qui font des choses créatives, performantes, pour de nouveau voilà, animer des audiences à travers leurs différents canaux, et derrière voilà, collecter, segmenter, qualifier de la donnée. Et je vais passer la parole à Mehdi. Merci. Bonjour à tous. Alors moi je vais vous parler d'un sujet dont on parle beaucoup en ce moment évidemment. Je suis certainement pas le seul à vous en parler, mais c'est le RGPD. Donc effectivement, c'est un secret pour personne, le RGPD va avoir un impact très concret sur la manière de faire du marketing au quotidien. Ce serait mentir que de dire l'inverse. Maintenant, nous chez Qualifio, on pense sincèrement, et c'est le core business, c'est vraiment notre core business, que c'est autant une opportunité qu'une contrainte. C'est juste qu'il faut intégrer cette donne-là à la manière de faire du marketing, mais que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, et même au contraire, on en est sincèrement persuadé. Alors, donc la chose que le RGPD va bouleverser le plus, c'est la notion de consentement, c'est-à-dire qu'il va renforcer la notion de consentement, et notamment au travers d'une série de grands principes qui font qu'on peut considérer un opt-in comme consenti ou non. Ces grands principes, de nouveau, je n'invente pas la roue, mais ils sont ici. Ce qu'on a voulu faire pour vous apporter vraiment du concret, c'est de vous montrer des exemples de marques ou de médias qui le font bien pour chacun de ces principes-là. Donc le premier devoir, effectivement, c'est le devoir d'information. Donc devoir d'information, c'est fini le jargon technique d'avocat que personne ne comprend. Il faut que le visiteur de votre site trouve de manière très concrète des réponses à ces questions. Qu'est-ce que vous allez faire de ces données? Où est-ce qu'elles vont être stockées? Pourquoi elles sont utilisées? Est-ce qu'elles vont être transmises à des partenaires, oui ou non? Si oui, lesquels, etc. Donc un bon exemple est celui de L'Oréal.
Ici notamment, vous voyez que vous avez donc un listing de toutes les données qui sont collectées par L'Oréal, et puis des réponses de manière très simple aux questions que je viens de citer. Nestlé, aussi un bon exemple, et là, libre à vous d'innover aussi sur le format d'information. Donc eux, ils sont sortis une série en fait, de vidéos didactiques sur toutes ces questions-là, qui publient sur leur site de manière super transparente. Ça concerne le RGPD, mais pas seulement, également tout ce qui est cookies, qui est un point qui est touché aussi. Et donc là, on a un bon exemple qui est un groupe hollandais qui s'appelle Coolblue, qui est un vendeur en ligne de produits informatiques, où là, vous voyez qu'il liste chaque cookie qui est déposé sur le site, avec à chaque fois l'objectif du cookie en particulier, son nom, la caractéristique, pour combien de temps il est conservé, et puis est-ce que l'information va être partagée avec les tiers, oui ou non. Et là, j'ai reproduit simplement un template qui est disponible sur le site de la CNIL, qui vous dit en gros quelles informations importantes doivent se trouver directement mentionnées dans la collecte d'opt-in. Concrètement, ça va être qui est le responsable de traitement, quelles sont les finalités, quelle est la durée de conservation, et surtout aussi le contact pour faire valoir ses droits en tant que visiteur. Donc une application de ces principes-là, c'est France Télévisions, qui ont, on doit le dire, c'est aussi des clients qui ont une politique de données personnelles assez avancée. Et donc ici, concrètement, voilà, vous voyez, c'est un peu petit, mais vous voyez, ils mentionnent quels sont les grands principes, à quoi les données vont servir, et puis surtout le contact directement pour exercer ses droits de suppression ou de modification. Pareil sur le format de cette information, ici on a un autre exemple d'une agence digitale au Royaume-Uni. Chaque champ correspond à une petite bulle d'information. Vous allez voir pourquoi ils récoltent, qu'est-ce qu'ils vont faire de la donnée en question. Alors, autre principe, ça doit être dissocié. Donc, vous ne pouvez pas demander le consentement pour communiquer avec votre audience en même temps que, par exemple, l'acceptation des termes et conditions. Donc, ça doit être des blocs distincts. Ici, on a un exemple d'une chaîne de supermarchés au UK de nouveau, où vous voyez deux blocs distincts, les termes et conditions d'un côté et le contact de l'autre. Alors, vous devez aussi offrir à vos visiteurs une certaine granularité dans le consentement. Donc, cette granularité, c'est avant tout, déjà, à quoi il consent. Est-ce qu'il consent à recevoir vos offres ou déjà les offres des partenaires? Ici, c'est les offres des partenaires, lesquelles? Un exemple d'Auchan. Ici, ça peut aussi toucher le type de contenu que vous offrez. Donc, je souhaite recevoir dans chez Dior l'actualité parfum et beauté ou l'actualité mode et accessoires. Cette granularité, elle peut aussi concerner les supports, c'est-à-dire où est-ce que je souhaite être contacté, email, téléphone, SMS. Voilà. Alors, autre point très important, donc le consentement dans le sens du GDPR requiert un opt-in actif, positif, une action positive de la part du visiteur. Donc fini les cases précochées, fini les opt-in tacites. Et autre point, il doit être facultatif, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas conditionner l'accès à certains services au consentement de ce type d'opt-in. Donc ici, vous voyez un bon exemple, c'est Walmart. Donc en plus du fait que l'information est clairement visible, mise en bleu et assez explicite, mais vous avez une mention du fait que c'est facultatif et pas de case précochée. Ici pareil, vous voyez que le cochage par défaut, c'est un nom. De nouveau, deux blocs distincts. Désigné, donc c'est-à-dire, vous ne pouvez pas simplement dire ok, vous acceptez de recevoir les offres de nos partenaires, mais quels partenaires? Et ici, on a un très bon exemple d'Europecar qui liste tous les partenaires de manière exhaustive avec lesquels ils vont partager vos données. De nouveau, deux coches distinctes. Vous souhaitez accepter les communications d'Europecar et ou des partenaires. Vous avez le choix. Voilà, d'autres exemples. Disney, là c'est de nouveau pour les cookies. Un exemple très intéressant de Disney, c'est qu'il vous propose, donc déjà il vous informe
de toutes les sociétés qui ont déposé des cookies sur le site de Disney, et vous pouvez un à un désactiver les cookies de manière à ne pas partager vos informations avec eux. Voilà, alors, donc ça c'est effectivement le droit de suppression. Ici un exemple de Spotify, qui est malin en fait. Rien ne vous empêche de dire, ok, vous voulez vous désinscrire à la newsletter, très bien, mais voici le type de contenu qu'on peut vous offrir pour être plus pertinent. Et avec de nouveau une granularité dans les choix que vous proposez à vos visiteurs. Ici, donc, Spotify a désinscrit le visiteur à la newsletter, mais vous pouvez décider de manière super granulaire, super précise, ce que vous voulez recevoir ou pas. Voilà d'autres exemples. Ici, cet exemple-là, il est intéressant parce que, de nouveau, soyez créatif. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus moins sexy qu'une page de politique de confidentialité. Hein, donc on est d'accord. Donc libre à vous de la rendre un peu dynamique. Ici, il y a des sliders qui sont utilisés, de nouveau pour réduire la fréquence des communications qui sont envoyées ou la supprimer totalement. Donc ça, c'est de nouveau une question de créativité. Voilà, et enfin, un autre aspect, c'est le droit de consultation. Ici, j'ai trouvé aussi cet exemple très parlant parce que c'est un site de recrutement où il vous propose en un seul clic de downloader toutes les informations qu'ils ont en leur possession. Donc voilà, c'est le RGPD, contrainte, mais aussi comment rétablir la confiance, comment utiliser le RGPD pour avoir un vrai consentement et donc une base de données qui soit axée sur de la qualité plutôt de la quantité. Et également se différencier de ceux qui sont un peu plus à la traîne que vous. Voilà, alors tout ça effectivement c'est des choses qu'on peut aussi gérer dans Qualifio. Je redonne la parole à Olivier pour qu'il vous explique comment. Merci Mélie. Je vais aller assez vite sur cette dernière partie parce qu'on est un peu court dans le temps. Mais on a commencé un peu plus tard à cause des précédents. On a un peu de radio. Voilà, alors on vous a parlé en première partie du fait que dans les tendances, eh bien, il fallait faire du marketing aujourd'hui interactif, bidirectionnel. On vous a montré quelques exemples de clients à nous qui faisaient du marketing interactif de manière efficace et performante. Mehdi a mis le focus sur, voilà, dans le marketing interactif, quelque chose de très important si on veut collecter de la donnée dans un cadre RGPD, c'est évidemment la gestion du consentement. Et moi je vais juste vous présenter une petite chose qui s'appelle la boîte à outils RGPD. Parce que, on a dit que marketing interactif, collecte de données, c'est très bien, ça fonctionne, on a des beaux exemples. Mais évidemment, quelqu'un qui utilise une plateforme comme Qualifio ou d'autres, où les gens peuvent créer des formulaires, collecter de la donnée de manière délocalisée, ben, ça peut présenter des risques en termes de data leak et en termes de collecte de données sensibles. Ça, c'est ma petite slide. Donc, quand on a une plateforme du style de Qualifio qui est utilisée par plusieurs centaines d'utilisateurs parfois dans des grandes chaînes de télévision, dans des grands retailers, à plusieurs endroits dans 18 villes de France, avec une grande liberté qui est donnée aux utilisateurs de faire de la collecte de données, ben effectivement, on a une multiplication des intervenants et du coup des risques de data leak et de collecte de données sensibles qui sont liés à cette décentralisation de l'activité marketing. Voilà. Et du coup, bah, ça peut devenir, vous savez ce que c'est qu'un DPO, un Data Privacy Officer, donc c'est la personne dans l'organisation qui va être responsable du respect de la protection de la vie privée. Le DPO, et à un moment donné, il peut passer des très mauvaises nuits parce qu'il peut craindre que dans l'utilisation de plateformes tierces comme Qualifio, eh bien, ça puisse générer de la collecte de données sensibles ou des data leaks. Alors pour ça, on a mis sur pied quelque chose qui s'appelle la boîte à outils RGPD. Et qu'est-ce que fait cette boîte à outils? Elle propose aux utilisateurs de pouvoir faire un certain nombre de choses, de pouvoir gérer complètement leur politique de rétention de données. C'est-à-dire que voilà, c'est très important quand on fait une collecte de données dans le cadre de RGPD, c'est d'informer les gens combien de temps on va garder leurs données. Dans l'outil Qualifio, ça peut se faire de manière complètement automatisée, en disant après X semaines, après X mois, on va automatiquement supprimer complètement les données des utilisateurs. Donc ça permet à nos clients finalement de collecter de la donnée à travers Qualifio et d'être sûr que cette donnée ne va pas rester ad vitam aeternam sur le serveur, mais va être automatiquement
effacées après un certain temps. Ça permet aussi, parce que ça peut être assez délicat d'avoir des exports de données qui sont faits par des utilisateurs décentralisés, ça va permettre de gérer des workflows où le DPO, le Data Privacy Officer d'une chaîne de télévision, d'un grand groupe de grande distribution, va pouvoir valider chaque export de données, chaque suppression de données, pour avoir une vue complète et centralisée sur toute l'activité data, toute l'activité qui va toucher aux données personnelles dans l'entreprise. Donc au maximum, ça peut être effectivement, chaque export de données fait l'objet d'une demande au DPO qui doit venir se connecter à la plateforme pour valider un export de données comme indiqué ici dans l'exemple. Ou ça peut être un log, c'est-à-dire un espèce de journal, un carnet de bord de toutes les opérations qui vont être effectuées et qui vont toucher aux données personnelles des utilisateurs. Voilà, donc je ne vais pas trop détailler tout ça, mais pour vous dire qu'il y a moyen d'avoir des outils qui vont permettre finalement aux organisations qui collectent des données de le faire de manière sereine par rapport aux obligations qu'impose le RGPD. Voilà, avec des gestions avancées de droits d'accès, où effectivement le Data Protection Officer devient un des éléments clés de cette collecte de données. Voilà, alors on a aussi sur rgpd.qualifio.com toute une série de ressources, des vidéos, des e-books, des webinaires, des actualités, qui vous permettent de comprendre aussi un peu le RGPD de manière super simple. On n'est pas des juristes, donc ça a été écrit en collaboration avec des juristes, mais dans un langage très compréhensible pour les gens qui font du marketing au quotidien. Voilà, notre conclusion, c'est qu'aujourd'hui, on voit dans le marketing, chez les citoyens, chez les législateurs, dans les grands médias, il y a une vraie tendance de fond, une tendance sociétale, de finalement reprendre le contrôle sur ces données privées. Je crois qu'avec les scandales de Facebook ces derniers jours, Cambridge Analytica, etc., ça met de nouveau le doigt sur le fait que les données, c'est sensible, c'est la richesse de chacun, et on ne peut pas faire n'importe quoi avec les données des gens. Donc je pense que c'est une vraie tendance de fond qui va faire que dans les pratiques des marketeers, il va falloir un peu changer son fusil d'épaule. C'est fini les pratiques du Far West où finalement on ne respectait absolument pas les données, on les piquait pour les exploiter, les revendre, etc. On voit qu'il y a une importance grandissante de ce qu'on appelle la donnée first party, la donnée qui est collectée sur vos sites, qui est collectée de manière qualitative, qui est collectée de manière consentie, avec les différents éléments du consentement que Mehdi a mis en avant plus tôt, collectée en toute transparence, sur la finalité, sur la durée, donner l'accès aux données aux gens, et que finalement, c'est plutôt une bonne chose tout ça. Ça peut être effectivement vu comme une contrainte, mais au final, ça va faire quoi? Ça va renforcer la confiance que les citoyens, que les consommateurs ont dans les organisations, ont dans les gens qui font du marketing, et au final, je pense que ça va renforcer l'efficacité de la promotion de l'activité parce qu'elle sera faite de manière qualitative, dans un contexte harmonisé en Europe, on fera partout la même chose, et avec une qualité qui va faire que, je pense, l'efficacité n'en sera que meilleure.